fais la transition. C'est ma chaîne YouTube maintenant, ok? J'ai investi Cosmonaute. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Angel pour une vidéo autour de la création de contenu. On a démarré sur YouTube tous les deux il n'y a pas très longtemps et en fait j'ai trouvé très intéressant de pouvoir te partager un petit peu nos parcours et également notre matériel, notre process un petit peu de montage parce qu'on utilise vraiment des outils différents. On est dans 2 écoles différentes. Ça va être important de te montrer que si tu veux te lancer, eh ben, tu peux te lancer et que tu n'as pas besoin d'avoir la dernière caméra ou le dernier truc et que en fait avec juste un peu d'envie et un petit peu de moyens, tu peux faire de grandes choses. Et comme le disait un grand sage, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Extrait. Mais avant, qui est Angel? Du coup, c'est moi. Je suis toulousaine, j'ai 21 ans. Ma chaîne YouTube s'appelle Call Me Angel, d'où Angel. Je fais principalement du lifestyle, du coup, des vlogs. Il y a beaucoup de concepts qui arrivent, comme des concepts plus créatifs, plus manuels, et un podcast qui arrive aussi. Donc voilà pour ma petite présentation. Est-ce que tu es prête pour démarrer cette interview? Let's go, I'm ready. Donc ma première question, c'est de savoir un petit peu pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer dans la création de contenu? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Et pourquoi tu t'es dit vas-y, pourquoi pas, let's go? Alors du coup, j'ai toujours eu un attrait pour les réseaux sociaux de base. J'ai toujours eu ce côté très créatif, très documenter ma vie. Et en fait, ça s'est un peu transformé en moyen d'expression, vraiment, de retranscrire les choses qui me plaisent, les choses qui ne me plaisent pas forcément non plus dans ma vie. Ouais, une sorte de docu de vie. Et après, tu regardes et tu sais, tu peux prendre le recul et regarder tout le parcours que tu as évolué. C'est vraiment ça qui me plaît. Et c'est pour ça aussi que j'ai commencé ma chaîne YouTube, même si de base, je suis extrêmement présente sur Instagram, TikTok, etc. Je poste tous les jours et je saoule tout le monde. Mais globalement, voilà pourquoi j'ai commencé ma chaîne YouTube. Super intéressant parce que ça permet du coup de voir ton évolution. Et est-ce qu'il y a un peu la notion de créer des souvenirs que tu pourras revoir du coup plus tard aussi? Complètement. Je re-regarde mes propres vlogs énormément parce que c'est vraiment des moments de vie, c'est des moments avec mes amis, c'est des moments forts, des souvenirs dont j'ai envie de me souvenir toute ma vie du coup. Je trouve ça hyper précieux de pouvoir avoir cette bibliothèque. C'est comme quand nos parents à l'époque, genre à l'ancienne, ils faisaient des albums photos. Maintenant on imprime moins les photos, tu vois, parce que tout est numérique. Ma manière à moi de créer mon album photo, c'est d'en faire des vidéos. C'est vraiment genre une bibliothèque de souvenirs et c'est trop précieux je trouve. Et du coup je le partage aussi avec les autres. C'est trop bien de voir genre comment tout le monde peut aussi se reconnaître dans un petit bout de vidéo en mode ah mais trop bien, moi aussi j'ai fait ça, ou ah trop bien cette expérience, j'ai trop envie de la vivre aussi. Et ouais, c'est trop cool. C'est trop stylé parce que du coup c'est un nouvel album à l'ère du numérique qui est peut-être beaucoup plus vivant que les photos et qui permet aussi de transmettre les émotions parce que une vidéo comparée à une photo, c'est vrai que tu peux avoir l'intonation, l'énergie, tout ce côté un peu émotionnel qu'il n'y a pas forcément sur une photo, donc ouais, super intéressant. Maintenant c'est moi qui interview. Du coup toi Hichem, comment tu t'es lancé, pourquoi tu t'es lancé et qu'est-ce qui te plaît dans la création de contenu? Super intéressant. Je commence toujours mes phrases comme ça. Donc pourquoi est-ce que je me suis lancé? En fait, pour tout te dire, ça fait un moment que j'avais envie de me lancer sur YouTube. Aux alentours de 2016, déjà j'avais des idées. Sauf que j'étais vachement pris par les études, j'avais pas mal de priorités et d'objectifs. Et ça passait un peu avant ça. Et du coup voilà, j'ai retardé. Et là maintenant que j'ai fini mon master, donc en management Bac+5, et que j'ai un peu plus de temps libre, je me suis dit c'est peut-être le bon moment. Donc ça c'est un petit peu le process. Et ensuite, pourquoi est-ce que j'ai voulu me lancer? Parce que j'ai un parcours qui est assez atypique et je pense que j'ai pas mal de choses à apporter aux personnes, sans arrogance bien sûr, mais vraiment des clés qui moi m'ont servi dans mon parcours et qui peuvent servir du coup à autrui. Et je trouve que c'est dommage de garder les choses pour soi. Si la vie t'a donné la chance d'apprendre, de développer des compétences, c'est bien de pouvoir les transmettre. C'est un peu ma vision des choses. Donc il y a cet aspect-là un petit peu de ma personnalité. Et ensuite il y a un autre côté un peu plus, on va dire, créatif et artistique qui du coup a donné cette chaîne, Cosmonaute, où vraiment je voulais créer un peu un univers autour de un petit peu ma personnalité, mais de vraiment pouvoir découvrir une partie de ma personnalité que je connaissais pas et qui pouvait être justement plus créative et du coup offrir de la valeur à autrui, mais à travers vraiment un concept et pas juste avec des mots, mais vraiment avoir tout un univers, une atmosphère et surtout du coup un environnement qui va permettre de favoriser le développement un peu de chacun et d'ouvrir du coup l'esprit. Donc du coup, toi, Angel, avec quoi tu as démarré tes premières vidéos? Quel matériel t'avais? Est-ce que tu as dû en acheter ou pas? Dis-moi un petit peu comment tu as commencé. Alors du coup, il faut savoir que moi au niveau de la création de contenu hors YouTube, j'en fais énormément parce que je fais des études en communication et en marketing. Du coup, dans mes stages ou professionnellement parlant, je suis beaucoup amenée à filmer, à prendre des photos, à poster sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai besoin d'un outil qui soit efficace, petit pour que je puisse l'emporter partout et avec une bonne qualité d'image. Pour moi, le plus simple,
simple, ça a été tout simplement de changer mon iPhone 10 pour acheter l'iPhone 13 Pro. Tout simplement, on est un peu des pros Apple ici. Donc je filme tout à l'iPhone. Donc mes vidéos YouTube sont filmées à l'iPhone, mes vidéos sur les réseaux sociaux TikTok, Instagram sont filmées à l'iPhone. Tout est filmé à l'iPhone, ce qui demande quand même pas mal de gestion parce qu'un iPhone c'est vite saturé en place. D'autant plus qu'on peut choisir, tu sais, la qualité vidéo. Tu peux choisir si tu veux du HD, si tu veux du 4K, si tu veux du 60 images par seconde, du 30 images par seconde. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les images par seconde, parce que si vous faites pas de montage, etc., ou que vous n'êtes pas dans l'audiovisuel, vous allez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais en gros, quand on filme, on a des images par seconde. En fait, c'est comme si vous prenez la vidéo et c'est plein de photos mises bout à bout. Du coup, les images par seconde, c'est ça en vidéo. Et plus il y a d'images par seconde, plus la qualité de la vidéo est meilleure. Mais plus la vidéo est aussi lourde et prend de la place. Du coup, je filme tout en 4K pour pouvoir avoir la meilleure qualité possible. Mais ça prend énormément de place sur un iPhone. Et du coup, une fois que j'ai tout pris, mes vidéos et tout, je stocke tout sur mon ordinateur. Vient le second problème. Un ordinateur, ça a aussi une capacité de stockage limitée. Donc, j'ai investi aussi dans un disque dur externe de la marque Samsung. Il y en a plein, vous pouvez en acheter plein. Ils sont tous très bien. Voilà, j'en ai acheté un de 1 Tera et j'arrive quand même à bout. Donc, je vais continuer à investir. Et en soi, c'est pas si cher que ça si on fait un petit point prix. Bon, l'iPhone, je vous cache pas, on sait tous que ça coûte une blinde. L'ordinateur, après, vous pouvez travailler avec l'ordinateur de votre choix, mais ça, on en parlera après. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis une pro Apple, donc j'ai tout chez Apple. La seule chose que j'ai pas d'Apple, c'est mon disque dur qui est Samsung. Donc, le Mac, encore une fois, ça coûte super cher. Et après, le disque dur, par contre, si vous êtes smart et que vous l'achetez en solde, moi, je l'ai acheté pendant le Black Friday, je crois, et j'en ai eu pour 50 € du coup, à la place de 100. Donc, il y a des affaires, regardez bien, vous pouvez vraiment récupérer des prix et même vous pouvez les acheter sur Back Market, etc. Pour les disques durs, un peu moins quand même, parce qu'au niveau de la qualité, je suis pas sûre qu'ils soient encore très bien. Après, je suis pas une pro des disques durs, mais voilà. Donc, pour mon matériel de base, celui que j'ai tout le temps avec moi, ce sera mon iPhone, mon MacBook et mon disque dur. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu utilises comme matériel? T'es aussi à l'iPhone ou tu utilises autre chose? Super, franchement très complet comme réponse. Ben moi c'est un petit peu l'opposé parce que je filme du coup à la caméra, celle-ci, donc Sony ZV-1 que j'ai acheté aux alentours de 800 € il y a quelques années. Pour le moment elle fait bien le taf franchement. En fait j'ai voulu dissocier un petit peu quand même mon utilisation de téléphone des vidéos parce que justement je sais que ça prend beaucoup de place. J'ai déjà un abonnement iCloud qui est complètement saturé, donc je me suis dit si je continue ça va être compliqué. Donc je me suis dit je vais dissocier un petit peu ma vie perso avec mon tel et la création de contenu avec vraiment une caméra dédiée. Donc Sony ZV-1, celle-ci elle est plutôt bien. Vous pouvez voir pas mal de tutos YouTube sur cette caméra et du coup des avantages et des inconvénients. Moi de ma pratique, ce que je trouve qui est génial, c'est qu'elle est petite et qu'elle est transportable quasiment partout et surtout durant les voyages. Donc pour tout ce qui va être vlog, vous pouvez la mettre dans votre poche, la sortir, vlogger de manière assez instantanée et de capturer vraiment le moment que vous voulez. Donc il y a vraiment ce côté petit et pratique, rapide à utiliser. Ensuite j'ai aussi décidé pour avoir une bonne qualité de son d'acheter un micro Rode Wireless Go 2. Pareil, on vous met le lien dans la description. Et il m'a coûté assez cher, il me semble dans les alentours de 230, 250. Donc c'est un budget, mais honnêtement, comme tu peux l'entendre, la qualité audio, elle suit aussi. Et ça a été principalement du coup les achats importants que j'ai pu faire. Et après, je monte directement. Donc j'ai aussi acheté un MacBook Pro, du coup, avec Final Cut Pro. Je monte avec Final Cut Pro, on y reviendra par la suite. J'ai commencé à monter sur mon MacBook Air à l'époque, qui ramait énormément parce que pas la même capacité qu'un MacBook Pro. Et sur le MacBook Air, il n'y a pas de ventilateur, du coup il surchauffe super vite et puis c'est pas la même capacité de stockage du coup. Exactement. Si vraiment je voulais glow up sur les vidéos, de sortir du contenu régulièrement, voire toutes les semaines, je pouvais pas rester avec un MacBook Air et donc j'ai fait le choix d'acheter un MacBook Pro. Et là, franchement, je bosse quasiment tous les jours dessus, il n'y a rien à dire. C'est vraiment la qualité pour travailler et proposer vraiment du contenu de qualité. Pour résumer, je dirais caméra, micro, ordinateur, logiciel. Maintenant, quelques petits conseils pour ton choix de matériel. Donc déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que, et on est assez d'accord avec Angel sur ce sujet-là, c'est que le plus important quand tu fais une vidéo, c'est le son. Vraiment, c'est le son. Tu peux filmer tout au tout début avec ton téléphone, il n'y a aucun problème avec ça. On le voit, Angel, elle fait des vidéos de qualité et elle filme avec son téléphone. Mais le son, c'est rédhibitoire. S'il n'y a pas une bonne qualité, tu vas pas accrocher le téléspectateur, ça va être compliqué. Donc au niveau du choix de la caméra, ce que moi je te conseille, si jamais tu souhaites quand même investir et acheter quelque chose, partagez là vraiment des conseils qui vont concerner un petit peu la vente, le commerce et qu'est-ce qui va faire la différence entre un bon vendeur et un mauvais vendeur. Un bon vendeur pour moi c'est quelqu'un qui va te poser des questions dès le début pour cerner et comprendre ton besoin. Si il te pose pas de questions, fais attention parce que du coup il va te dire écoute, si tu veux filmer, moi j'ai la meilleure caméra qu'il te faut, mais il va pas prendre en compte quel type de vidéo tu veux faire parce que forcément si tu fais du vlog en voyage,
tournage, ou si tu fais des vidéos fixes, ça va pas être le même type de caméra qu'il te faut. Il faut pas qu'elle pèse le même poids. Est-ce qu'il te faut des objectifs dessus ou pas? Parce que ça, c'est aussi un budget supplémentaire, mais c'est aussi à porter si jamais tu voyages, et c'est assez lourd honnêtement. Les objectifs, c'est aux alentours de au moins 1000 € à peu près, donc c'est vraiment un budget supplémentaire. Le vendeur, il doit vraiment te demander pour quelle utilisation va te servir la caméra, et s'il ne te pose pas cette question, fuis, parce que du coup, il va pas forcément te proposer une caméra qui sera adaptée à toi. Donc c'est vraiment important de toi d'abord te demander pour quelle utilisation tu veux acheter ta caméra, parce que ça sera pas le même prix, et du coup ça sera aussi pas la même caméra, pas le même budget, tout ce qui va avec. Angel, est-ce que tu as quelque chose à ajouter peut-être pour compléter? Du coup, si jamais vous n'avez pas les moyens tout simplement au début d'acheter un micro, moi je reviens sur le son parce qu'on a parlé de l'importance du son, et c'est vrai, les gens vont pardonner une image un peu moins bonne on va dire, mais le son en fait c'est trop insupportable d'écouter quelque chose qui est pas clair. Donc si jamais vous n'avez pas les moyens d'acheter un micro dès le début, parce que comme tu l'as dit c'était quand même aux alentours de 200 €, ce que vous pouvez faire c'est malgré tout filmer soit à l'iPhone soit à la caméra et utiliser les micros déjà installés sur les appareils, et ensuite vous pouvez les passer sur des logiciels qui vous aideront à améliorer la qualité du son. Vous pouvez en trouver gratuitement sur internet tout simplement. Je pense instinctivement par exemple pour tous les TikTokers, vous avez CapCut qui propose la petite option réduction de bruit, donc ça va enlever tous les bruits de fond etc, et ça va clarifier votre voix à vous pour qu'on entende mieux. Et pour ceux qui sont prêts à investir un peu dans les logiciels plutôt que dans un micro directement, vous avez Audition du coup qui est le logiciel de mixage audio directement de Adobe, sur lequel vous pouvez réduire tous les bruits. Voilà, du coup c'est un peu plus professionnel, donc il vous faudra vous adapter au logiciel et apprendre comment ça fonctionne, mais ça peut être des options moins chères si jamais vous voulez pas et vous pouvez pas investir de suite dans un micro. Super. Avant de passer à la section suivante, moi j'ai une petite question. Est-ce que tu as déjà eu des soucis avec ton matériel, le son qui avait pas pris ou des bugs à certains moments? En vrai, comme je filme tout à l'iPhone, j'ai pas forcément ce truc de caméra, micro qui bug ou quoi. Ce qui m'arrive fréquemment, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'espace de stockage. Donc des fois, je suis en train de filmer et là, la caméra ne veut plus parce qu'il n'y a plus de place dans mon téléphone. Et donc je me retrouve à devoir faire une pause, transférer tous les fichiers sur mon ordinateur et reprendre le tournage. Sauf que quand tu vlogs, tu vois, genre c'est des moments de vie. Donc si j'ai loupé la scène, j'ai loupé la scène et tant pis pour moi en fait. Donc il faut très régulièrement que je vide mon stockage, sinon vraiment, des fois je suis un peu deg, je suis en mode ah il s'est passé un truc trop bien et je pouvais pas filmer parce que juste à ce moment-là, vous savez, c'est comme quand vous allez en concert et que vous êtes en train de filmer votre chanson préférée et là, espace de stockage saturé et c'est trop horrible. C'est la seule chose, en partie celle qui m'embête le plus. Et après de temps en temps, quand je fais mon montage, j'ai des fichiers qui peuvent être corrompus et du coup je perds certaines parties de vidéo. Mais ça m'arrive très rarement, heureusement, Dieu merci, je touche du bois, je sais pas comment on fait le truc. Mais voilà, c'est la seule chose qui peut m'arriver. Sinon en vrai ça va, je m'en sors bien pour l'instant. Je croise les doigts. Touche du bois. Super. Donc ça c'est important à prendre en compte, ce qu'il nous partage c'est intéressant, c'est que du coup si tu es avec le téléphone tu vas avoir un espace de stockage limité, et du coup si tu veux faire du vlog, le téléphone oui c'est pratique pour vlogger, mais il faut que tu anticipes l'espace de stockage parce que ça peut être un peu un frein quand même important. Moi de mon côté c'est vrai que j'ai pas eu de soucis au niveau du stockage parce que j'ai une carte SD et que tu as juste à racheter une carte SD éventuellement ou à la vider, donc ça se fait assez rapidement. Par contre moi les soucis que j'ai eu ça a été, comme j'ai un micro et une caméra, ça a été les connexions avec le son. Ça m'est arrivé, j'étais assez dégoûté. Quand j'étais en Grèce, j'ai tourné une vidéo fixe comme ça et en fait j'ai oublié d'allumer un des micros et du coup il y avait la vidéo mais il n'y avait pas le son. Et j'étais dégoûté de ne pas avoir le contenu de ce que j'avais dit partagé. Et puis je te ferai une vidéo spécifique pour le micro Rode que j'ai acheté parce que j'ai suivi des tutos YouTube qui m'ont un peu perdu et qui ont fait que j'ai pas pu récupérer le son par la suite alors que je pouvais le faire. Mais comme j'avais pas bien compris, que j'avais pas intégré les bonnes informations, j'ai pas pu récupérer le son. Donc je te ferai une vidéo sur mon utilisation, qu'est-ce qui est essentiel à faire avec les micros Rode et qu'est-ce qui n'est pas essentiel avec le Wireless Go 2. C'est bon, c'est bien branché. Là normalement c'est bon, on ne devrait pas avoir de soucis. Non mais tout à l'heure on parlait de logiciels avec Audition et du coup vous êtes sans savoir que quand on fait des vidéos YouTube, il faut qu'on fasse du montage vidéo. C'est la partie qui prend le plus de temps et qui peut être la plus casse-pied à faire, on va pas se cacher. Sur ces points-là, Hicham et moi on utilise des logiciels qui sont complètement différents et qui sont en vrai concurrents même. On se bagarre. Du coup moi, grâce à l'école, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait des études de communication et de marketing. On avait la licence Adobe qui nous était offerte entre guillemets parce que je suis en école privée donc rien n'est vraiment offert.
faire, mais on s'entend. Et donc j'ai travaillé et j'ai appris à travailler à l'école sur ces logiciels-là. Donc ça a été naturel pour moi de travailler sur Premiere Pro. Donc je fais tous mes montages sur Premiere Pro et j'utilise aussi du coup la suite Adobe avec de temps en temps After Effects si j'ai besoin de faire un petit blinks dans ma vidéo ou Audition quand j'ai besoin d'améliorer ma qualité sonore. Voilà. Et toi tu utilises quoi? Moi j'utilise totalement Final Cut Pro, j'utilise quasiment que ça et honnêtement je kiffe de ouf. C'est un logiciel du coup qui a été mis en place par Apple, donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix. J'ai un iPhone, j'ai un MacBook Pro, je suis rentré juste dans le process client d'Apple et j'ai acheté Final Cut Pro. Ah, c'est ça exactement. Je me suis pas trop renseigné sur ce qu'il y avait à côté, ça me semblait un petit peu compliqué. J'avais, c'est vrai, ce côté-là un peu de me dire que comme c'est concurrent, je me voyais pas avoir du matériel Apple et du logiciel Adobe. Et puis il me semble qu'Adobe on peut pas l'acheter, c'est des abonnements mensuels. Alors du coup concernant Adobe, il y a une chose que tu as dite qui est hyper importante, c'est que l'interface logicielle de Premiere Pro est plus compliquée à comprendre que celle de Final Cut. Après c'est des logiciels de montage, donc en soi ils se ressemblent, mais Final Cut c'est vraiment simplifié. Si vous avez jamais fait de montage, ce sera beaucoup plus clair de comprendre comment ça fonctionne que Premiere Pro. Il vous faudra suivre des tutos, machin, etc. Des fois ça peut être un peu complexe, ça se fait, j'ai appris donc je pense que ça se fait, mais voilà, il y a ça à prendre en compte. Pour revenir un petit peu sur le côté, tu sais, Apple, machin, c'est vrai ce que tu dis parce que c'est un logiciel qui a été développé par Apple, mais il faut aussi garder en tête que les logiciels Adobe ont été développés en premier sur Apple, sur Mac. Donc en soi, c'est là où ils vont être le plus performants, à part si vous avez un gros PC gamer et tout machin, vous savez, les trucs hyper bien là. Donc ça fonctionnera tout aussi bien en soi. Par contre, c'est un autre coût parce que Final Cut, on l'achète une fois, je crois, et après c'est bon, vous l'avez. Adobe, vous ne pouvez pas acheter la licence. Vous faites un abonnement mensuel. Vous payez tous les mois votre abonnement tout simplement à Adobe. Vous n'êtes pas obligé de prendre toute la suite Adobe et tous les logiciels. Là, vous allez en avoir pour je sais pas combien d'euros. Je sais que du coup, moi, en tant qu'étudiante, je l'avais offerte par l'école. Maintenant que je dois la payer moi-même, j'ai une réduction. Du coup, là, en ce moment, pour la rentrée, il y a une réduction de moins 65% en ce moment. Donc, sur juste le pack Premiere Pro, ça vous fait 19,90 je crois pour le premier mois. Par contre, il y a un par contre, après il repasse à 30 € par mois. Ça reste un coût. Sincèrement, je pense qu'Adobe sera pas content de ce que je vais dire. Craquer les logiciels. Voilà, tout simplement, il y a tellement de manières simples de les craquer. Il y a forcément un crack d'internet dans votre entourage qui pourra vous craquer le logiciel. Et une fois que vous l'avez craqué, vous êtes tranquille. C'est un peu un conseil en tsum tsum que je vous donne. Si un jour tu veux te faire sponsor par Adobe, je suis désolée. Si pour être 100% honnête avec vous, ça sera plus simple de faire ça ou d'acheter directement Final Cut en termes de budget sur le long terme. Il me semble que Adobe se distingue en différents logiciels. Il y a un logiciel pour la vidéo, pour la photo. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus? Parce que même moi, j'ai un peu du mal à comprendre tous les logiciels qu'il y a et leur utilisation. Alors du coup, si vous voulez faire uniquement de la vidéo, vraiment de la vidéo, ce sera Premiere Pro. C'est le logiciel de montage. Ensuite, vous avez After Effects. Souvent, quand on parle de l'un, on parle de l'autre. After Effects, ce sera pour l'animation, le motion design. C'est vraiment là où vous allez faire de l'animation. On peut faire un peu de montage vidéo dessus, mais c'est pas le but premier du logiciel. Et en plus de ça, il est encore plus compliqué que Premiere Pro à comprendre. Sincèrement, moi, quand je l'ouvre, c'est l'angoisse. Ça, c'est si vous voulez faire de l'animation. Ensuite, vous avez Photoshop. Photoshop, ce sera vraiment le logiciel de retouche photo, de montage photo, etc. Pour finir sur les logiciels, on va dire pour tout ce qui touche à l'image, on va avoir Illustrator. Illustrator, ce sera, comme son nom l'indique, pour les illustrations. Si vous voulez faire des pictogrammes, si vous voulez faire voilà, de l'illustration, ce sera Illustrator à privilégier. Ensuite, vous avez tout ce qui va être logiciel audio. On va avoir Audition. Il y a plein d'autres logiciels, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous êtes plus dans la mise en page et tout ce qui va être éditorial, magazine, etc., vous avez InDesign. Vous avez plein de logiciels différents. Là, je vous ai un petit peu expliqué ceux de base. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller voir directement sur le site d'Adobe parce que vous avez tous les logiciels qui sont expliqués et vous avez même des petites vidéos explicatives et démonstratives de ce qu'on peut faire sur le logiciel. Voilà. Moi, ce que je trouve qui est bien avec Final Cut, c'est qu'en fait, tu n'as qu'un seul logiciel, donc tu dois être limité certainement en termes de fonctionnalité par rapport à Adobe. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu es que sur Final Cut, donc tu lances ton projet, tu fais ton montage, ça te prend 1 jour, 2 jours, peu importe, mais au moins tu restes que sur Final Cut. Ça a un aspect peut-être un peu plus simplifié à voir. En tout cas, moi j'aime bien parce que tu apportes ce que tu veux, tu fais tes cuts et ainsi de suite, on le verra par la suite. Il y a tout en fait un peu au même endroit, ça bouge pas. Et ensuite, peut-être un conseil pour choisir ton
logiciel de montage, renseigne-toi dans tous les cas et après commence à voir lequel choisir. Moi, pour choisir, ce que je me dis, c'est je vais aller me renseigner d'abord sur YouTube, sur Internet et voir est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent dessus, qui font des tutos, qui expliquent et que ça me permet vraiment de pouvoir comprendre un petit peu l'utilisation. Est-ce que j'ai beaucoup de ressources à disposition pour apprendre? Parce que si tu achètes un logiciel qui est connu par personne, qui a pas de tutoriel, quand tu vas vouloir faire des choses, en fait, si t'as personne pour t'expliquer, à part si t'as justement comme Angel l'école qui va avec, c'est cool. Mais si t'es tout seul, tu vas te retrouver face à des complications qui vont te bloquer pendant des semaines, voire des mois. Et moi, c'est un peu ça qui a pesé dans mes choix, c'était de voir avec quel logiciel je vais pouvoir débloquer mes problématiques parce que il y a du contenu gratuit via YouTube qui va permettre de répondre à mes problématiques. Et il y a plein de problématiques, on va y repasser quand on fera le process, que ce soit d'accorder le son et l'image, que ce soit le sound effect, plein de choses comme ça, où ben voilà, si ton logiciel n'est pas connu, c'est compliqué. Là, tu as la chance que Adobe Premiere et Final Cut, il y a beaucoup de contenu pour les deux, donc que tu prennes l'un ou l'autre, tu seras pas perdu. Mais ça, c'est un choix que je t'invite à prendre. Je fais un peu un hors-sujet, mais ça a été pareil pour mes études un peu de psychologie. Ce que j'aime avec la psychologie, c'est qu'il y a énormément de contenu sur Internet, et du coup, s'il y a des notions que tu n'as pas bien compris en cours, tu peux aller approfondir tes connaissances, avoir d'autres termes, un autre langage peut-être un peu plus familier, qui va te permettre d'intégrer les différents concepts. Ça, c'est assez intéressant parce que tu peux te retrouver bloqué si tu n'as pas assez justement de contenu avec toi. Angel, dis-moi un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients à utiliser Adobe. Sur Adobe, ce qui est cool, c'est que vu que c'est vraiment la licence, enfin les licences autour de tout ce qui va être audiovisuel, création, etc., la plus connue, enfin les plus connues, vous allez avoir beaucoup de contenu sur Internet pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et même Adobe met en place des tutoriels à chaque fois que vous avez une question. Vous pouvez directement aller voir dans la rubrique concernant le logiciel en question pour voir ok comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut faire ça, etc. Il faut vraiment fouiller sur les sites Internet, je vous encourage à faire ça. Après, ceci dit, sur Premiere Pro, et il y a pas mal de professionnels qui s'en plaignent parfois, de temps en temps, vous allez avoir des bugs tout simplement sur le logiciel parce que comme c'est une licence que vous achetez par abonnement, elle est mise à jour régulièrement, donc il faut faire les mises à jour logiciel. Et en fonction des mises à jour, de temps en temps, vous pouvez avoir le logiciel qui bug. Un peu comme quand vous avez la mise à jour iPhone ou Android ou que sais-je, parfois vous avez des bugs, mais c'est le même principe. Sauf que quand vous êtes en plein montage, c'est un peu casse-pied. Il y a ça à prendre en compte. Et comme je le disais tout à l'heure, l'interface spécifiquement de Premiere peut être un peu compliquée, étant donné qu'elle est à destination vraiment des professionnels du métier qui maîtrisent les logiciels et qui en comprennent tous les tenants et les aboutissants. Tout est mis en place pour que le professionnel puisse personnaliser son interface en fonction de comment il préfère que ce soit disposé sur sa fenêtre, etc. Mais quand on arrive et qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne, on peut être un peu perdu. Voilà, il y a ça qui peut être un peu compliqué à comprendre. Encore une fois, si vous tenez à être sur Premiere, parce qu'il y a quand même aussi le fait que Premiere, il y ait beaucoup de personnes qui l'utilisent et que du coup, si vous voulez partager des fichiers directement de montage, vous avez plus de chances que la personne ait Premiere Pro que Final Cut, je pense. Donc ça peut jouer aussi dans la balance. Mais voilà, sachez que ça va être un peu compliqué au début. Vous allez vraiment devoir chercher par vous-même, creuser sur Internet, etc. Cependant, je trouve, d'après ma propre expérience, ce qui est hyper cool, et je pense que c'est un peu pareil sur Final Cut aussi, et sur tous les logiciels en vrai de création, c'est que une fois que vous faites votre petite recherche pour comprendre, ok, comment je fais cet effet, comment je fais ce bout de montage, machin, vous allez l'intégrer de ouf parce que vous avez galéré de ouf à le faire. Et du coup, la prochaine fois que vous allez vouloir le faire, vous allez vous en rappeler tout simplement hyper facilement. Donc ça, je pense que si vous voulez prendre Première, c'est des choses à prendre en compte pour les positifs et les négatifs. Et est-ce que toi, tu vois du coup des inconvénients à utiliser Final Cut et quels sont les avantages aussi? Alors, les avantages, moi je dirais, un petit peu comme toi, le premier point, c'est qu'il y a beaucoup de contenu sur YouTube, Internet pour débloquer tes problématiques pendant ton montage. Donc ça, c'est génial pour apprendre vraiment à l'utiliser. Je pense que comme tu l'as dit, Adobe, c'est vraiment destiné à des professionnels. Et donc Final Cut peut-être est un peu plus accessible pour les débutants ou une personne qui s'y connaît pas. Personnellement, je m'y connaissais pas du tout. J'ai vraiment appris petit à petit avec Final Cut. Donc peut-être que c'est un petit peu plus accessible. Donc ensuite, le fait que tu es tout sur le même logiciel, donc que tu n'es pas à changer de logiciel pour amener des effets, des choses comme ça. Donc tu as tout au même endroit. Ça peut simplifier un peu l'organisation de tes fichiers. Et ensuite, les inconvénients. Alors du coup,
coup l'un des premiers qui est un avantage ou un inconvénient, mais tu peux détenir le logiciel Final Cut à vie, mais voilà, il coûte 350 €. C'est une somme assez importante qu'on peut pas forcément tous mettre, surtout si tu es étudiant. Est-ce que peut-être il y a des tarifs étudiants quand tu achètes le logiciel ou pas du tout, c'est le même prix pour tout le monde? Et non, je pense que c'est le même prix pour tout le monde, il me semble. C'est vrai que ça, c'est un avantage chez toi, du coup, parce que Adobe propose des prix étudiants. Donc ça, c'est à prendre aussi dans la balance. Et après, peut-être que comme Adobe est destiné à des professionnels, tu puisses faire peut-être plus de choses avec Adobe, aller un peu plus loin dans certains détails de ta vidéo, certains effets, que Final Cut. Si tu es débutante, tu verras pas la différence, je pense. Ça va être surtout pour les professionnels. N'hésitez pas à nous dire quel team vous êtes en commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt Premiere Pro ou est-ce que vous êtes plutôt Final Cut? Est-ce que vous êtes plutôt Team Angel ou plutôt Team Hichem? Est-ce que tu utilises des sound design? Est-ce que tu as des sites un petit peu sur lesquels tu vas récupérer des musiques, des sons, des choses comme ça? Carrément, ce que j'utilise pour pimper mes vidéos et que... Pourquoi? Pour pimper. Je connaissais pas. Quoi? Je connaissais pas. C'est vrai? Ouais. Bon, on n'a pas tant d'âge d'écart, genre. Attendez, vous connaissez Pimper, rassurez-moi. En commentaire si tu connais Pimper. Parce que j'ai 21 ans, il en a 26. Mais c'est plus ta génération en plus, ça. Ah ouais? Ouais, je te jure. Ok. Genre Pimp My Car et tout, genre tu... Non. L'anglais et moi, ça fait 18. Bah genre pimper, c'est améliorer, tu vois, genre rajouter des petites paillettes, genre saupoudrer de poudre de perlimpinpin, tu vois, genre... Ok, bah voilà, t'as appris un truc aujourd'hui. Du coup, pour pimper ma vidéo, ce que j'utilise, je me casse vraiment pas la tête. J'utilise tout simplement YouTube et après je fais des conversions au format MP3 si j'ai besoin. Par exemple, pour tout ce qui va être musique de fond, je vais aller chercher musique libre de droit, etc. Vous en avez plein sur YouTube qui sont accessibles. Et si jamais vous voulez pas utiliser les musiques dans la bibliothèque de musique free use de YouTube qui existe, allez regarder. Vous pouvez tout simplement, moi ce que je fais, c'est que je cherche des beats proposés par des producteurs de musique, genre des beatmakers du coup ça s'appelle, qui les laissent en libre accès. Il faut bien regarder dans les descriptions, ils vous expliquent comment les utiliser. Donc généralement c'est si vous les utilisez à des fins créatives et non commerciales. Pour l'instant mes vidéos elles ont pas, j'ai pas de partenariat, elles sont pas monétisées non plus, donc je peux me permettre de les utiliser. Juste bah vous avez pas le droit, attention je vous vois venir, vous avez pas le droit d'enlever la petite signature sonore qu'il y a au début des prods tout simplement, qui sont là exprès. C'est comme un artiste peintre qui va signer sa toile ou un écrivain qui va signer son livre. Vous n'avez pas le droit d'enlever cette petite marque-là. J'utilise ce genre de musique-là. Ça me permet d'ajouter des fonds de R&B ou de pop ou même de rock si je veux, sans forcément que ce soit les musiques qu'on a entendues 1000 fois sur YouTube. Donc ça, c'est ma petite astuce. Si j'ai besoin de sound effects, eh ben, je vous avoue que je suis pas sûre que Premiere Pro les propose. Je n'ai jamais regardé. Je les télécharge directement depuis YouTube, simplement genre click sound effect ou pop sound effect. Je cherche tout sur YouTube et après télécharge sur mon ordinateur. Et si jamais j'ai besoin d'images ou de petites animations, les petites animations, je vais... Alors sincèrement, After Effects, ça me sort par les yeux, je déteste ça. Donc je vais tout faire sur Procreate, parce que j'ai une tablette qui me permet de dessiner, parce que je dessine. Beaucoup de talent, couteau suisse. Mais je dessine un petit peu et du coup sur Procreate, vous pouvez faire des petites animations en image par image. Toutes les animations que vous verrez dans mes vidéos sont faites par moi sur Procreate. Et voilà. Et après, si j'ai besoin de mèmes ou n'importe quoi, je cherche sur Pinterest ou Google Images tout simplement. Vraiment, je me casse pas la tête. Toi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu utilises les sound effects? Qu'est-ce que tu fais? Pour tout ce qui va être sound effect, donc le sound effect, c'est... Tout ce qui va être sound effect, je vais utiliser YouTube aussi et je vais convertir après avec NoTube qui permet du coup de convertir en MP3 et MP4. Faites juste attention quand vous allez sur ce genre de site aux virus qui peuvent être cachés dans les sites internet. Donc protégez-vous et utilisez tout ce qui va être adblock pour pas avoir de pages qui s'ouvrent et qui vous envoient sur des sites infectés ou tout simplement des antivirus comme Avast ou vous avez Clean My Mac aussi qui sert d'antivirus pour ça dépend ce que vous achetez dans le truc. Juste faites attention sur ce genre de site internet à ne pas vous faire infecter l'ordinateur tout simplement. Les sites bizarres, tu connais, attention. Et ensuite, pour tout ce qui va être musique, j'aime bien utiliser Pixabay. Tu connais? Donc Pixabay, ça existe pour les images et pour le son. C'est assez intéressant. Tu mets un mot-clé sur le type de son que tu veux. Une musique peut-être un peu triste, mélancolique, quelque chose de pop pour vloguer. Et en fait, tu vas avoir directement les sons qui vont être gratuits, qui ont été faits par des artistes. Et tu vas pouvoir du coup les télécharger et les rajouter dans ta vidéo au moment où tu le souhaites. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être à partager de ce côté-là? Vous avez plusieurs banques d'images ou de vidéos ou de sons,
etc. qui existent sur internet. Vous allez avoir par exemple Epidemic Sound ou Freesound. Je vous avoue que moi ceux-là je les connais pas très bien, donc je vous invite à faire vos propres recherches. Celui dont je peux vous parler c'est Envato Elements. Donc Envato Elements ça va être vraiment une bibliothèque de ressources, tout type de ressources pour les créateurs digitaux principalement. Donc vous allez retrouver des banques d'images, des banques de vidéos, des banques de sons, mais vous avez également tout ce qui va être des templates, donc des templates vidéo, des templates sur Photoshop, Illustrator, etc. Vous allez retrouver de tout dessus. Si par exemple vous voulez faire une intro de vidéo YouTube et que vous savez pas trop comment vous y prendre pour le générique, que vous avez une idée de style, admettons vous voulez quelque chose de très urbain avec de la musique genre du hip-hop en fond, etc. mais que visuellement parlant vous avez juste pas les capacités pour faire la vidéo vous-même, vous pouvez aller sur ce genre de banque de ressources Envato Elements. Vous allez dans les catégories templates vidéo en fonction du logiciel que vous voulez aussi, vous remplissez cette case et ensuite vous tapez intro YouTube et ça va vous donner plein de templates que vous avez juste besoin de modifier vous au montage. C'est assez facile à utiliser en vrai quand vous ouvrez le logiciel, souvent il y a des tutoriels, mais quand vous l'ouvrez vous allez avoir des rubriques du coup changer texte 1, changer texte 2, changer image 3, j'en sais rien, et vous remplissez juste par vos informations et après vous avez votre intro YouTube qui est faite pour vous. Ceci étant dit, attention, Envato Elements c'est également sous forme d'abonnement. Souvent les banques de ressources comme ça qui sont très complètes, encore une fois elles sont à destination des professionnels ou des semi-professionnels, donc ça va être des ressources payantes. Ceci étant dit, je crois, de souvenir, à vérifier, je te laisserai mettre sur la vidéo ou en barre de description. Il me semble que c'est 6 € par mois l'abonnement Envato Elements et je crois même qu'ils ont un tarif étudiant. Donc regardez, vraiment ça en vaut la peine. Pour le coup, ça fait vraiment des vidéos quali avec des banques de vidéos et tout. C'est vraiment cool. Vous voyez les vidéos de Squeezie quand il remplit avec des banques de vidéos et tout. Je m'avance pas, je connais pas le monteur de Squeezie, mais généralement ils utilisent ce genre de banque de ressources là. Donc voilà, allez checker. Est-ce que tu as peut-être des conseils à donner quand tu es en tournage qui peuvent faciliter le process de montage par la suite, ou comment tu t'y prends du moment où tu filmes ta vidéo jusqu'à la fin du montage vidéo? Alors du coup le processus il est assez simple mais peut-être un peu long à expliquer, donc je compte sur toi pour couper au montage. Une vidéo YouTube ça commence toujours de la même manière, tu allumes ta caméra et tu filmes. Moi du coup vu que c'est du lifestyle c'est très spontané, donc je vais filmer un peu quand j'en ai envie, quand j'y pense aussi, parce que vu que c'est avec mon téléphone il y a quelque chose de plus impulsif que quand on a une caméra on laisse tourner. À partir du moment où je lance mon téléphone, je filme, je vais toujours essayer de garder en tête ok qu'est-ce que je veux raconter et comment est-ce que la personne qui va regarder la vidéo va recevoir ma vidéo, qu'est-ce qui va être le plus logique dans la continuité de la vidéo. Ça fait un peu mécanique quand je le dis comme ça, parce qu'on se dit mais trop chelou, elle allume sa caméra puis après elle se dit mais comment est-ce qu'ils vont regarder ma vidéo, tu vois. Ça devient juste un réflexe, à force de le faire tu te dis ok si je fais ça, ça te rendra comme ça, etc. Donc c'est un mindset vraiment à prendre et je vais toujours penser à ok, admettons, je vous prends un exemple, je filme ma morning routine. Donc je me lève, je vais faire ma morning routine, me brosser les dents, faire mon skincare, me maquiller, m'habiller et je pars de chez moi. Jusque là ça semble simple. Mais en fait, il faut penser à tous les différents plans que tu as envie de mettre dans ta vidéo. Donc ça, tout simplement, si vous savez pas comment vous y prendre, vous regardez des vidéos qui existent déjà et vous voyez ce que vous préférez, vous calquez sur ce que vous préférez en termes de continuité de vidéo. Et ensuite, je sais que, ok, j'ai besoin d'un plan où je me lève, j'ai besoin d'un plan où je me brosse les dents, d'un plan où je me maquille et d'un plan où je pars de chez moi. Et en fonction, je vais poser mon téléphone en mode, je me lève, waouh, jeu d'acteur sur 10. Je me brosse les dents, je me maquille et en fonction, je vais filmer, du coup, je me brosse les dents, je vais filmer de l'autre côté, je mets mes chaussures, j'en sais rien. Je vais juste penser à comment je veux que ça rentre en vidéo. Même si sur le coup les vidéos elles m'ont l'air un peu mal prises, sachez que avec le montage ça rendra toujours bien. La magie du montage, vraiment. Donc une fois que j'ai tout filmé, je vous rassure, il y a aussi des moments très spontanés quand je suis avec des gens, par exemple quand je suis pas toute seule. Mes potes ils ont l'habitude que je filme, donc ils vont prendre mon téléphone, ils vont se filmer eux, ils vont filmer autour. Donc j'ai parfois des vidéos qui sont un peu plus chaotiques, mais c'est aussi ça qui rend la chose plus vraie et plus naturelle. Faire un mix de ces deux là, c'est ça qui va rendre votre vidéo, je pense à mon sens, qualitative, parce que vous allez avoir l'aspect très naturel et aussi l'aspect plus réfléchi de la vidéo, comment est-ce qu'elle va se dérouler pour notamment les débuts, on va dire quand vous vous levez dans la journée de votre vlog et quand vous allez vous coucher, vous faites une conclusion de journée ou alors une night routine ou je sais pas, comme vous voulez. Juste vous réfléchissez à comment vous voulez que votre journée se passe, c'est dans le cas où vous vloguez, vous filmez en adéquation. Une fois que tout ça est fait, je transfère tous mes fichiers sur mon ordinateur et là commence le processus de montage. Quand je vais monter, il y a la partie qu'on appelle la partie de dérush. Donc là, c'est quand vous allez avoir tous vos rushs, les rushs c'est toutes vos vidéos, et que vous allez devoir couper tous les bouts inintéressants, tout ce qui va pas dans la vidéo et tout ce que vous gardez. En fait, vous faites le tri un peu. Je sais qu'il existe un logiciel Adobe qui s'appelle, je crois, Rush,
je suis pas sûre, que je n'utilise pas. Voilà, tous les professionnels, ils vont être en mode mais elle est complètement folle et tout. Non, enfin, je trouve ça un peu inutile, mais encore une fois, je suis pas une professionnelle de l'audiovisuel. Je le fais directement sur Premiere Pro. Donc je mets toutes mes vidéos, toutes celles que j'ai sélectionnées du moins, dans mon logiciel. Et ensuite, mis bout à bout, je passe mes vidéos, je coupe. Et là, ce que je vais garder en tête, c'est le dynamisme de la vidéo. Parce qu'on le sait tous, les gens de nos jours, ils ont pas le temps. Vous avez pas le temps, vous avez la flemme, je le sais, moi aussi. Donc, j'enlève tout ce qui sert à rien. Et vraiment, je double-check, quitte à faire checker par quelqu'un d'autre pendant le montage, parce qu'on des fois, on n'a pas le recul nécessaire quand c'est notre vidéo et quand c'est nous qui parlons. Mais il y a des trucs qui sont inutiles. Il faut se le dire, des fois, tu parles pour rien dire. C'est pas grave, certes, c'est du contenu, mais c'est pas grave, c'est inutile, ce sera pas intéressant, donc il faut l'enlever. Et aussi, conseil que je vous donne, et je pense que tu fais la même chose, c'est d'enlever tous les blancs, toutes les petites hésitations, tous les bégaiements, tous les trucs qui vont ralentir la vidéo. Globalement, il faut les enlever. Vous cutez, vraiment, c'est le mot d'ordre, je pense. Et ensuite, une fois que j'ai fait tout mon dérush de base et tous mes cuts, je vais pimper du coup ma vidéo à ce moment-là. Donc je vais faire mes petits effets de zoom avant, zoom arrière, je vais rajouter mes petites animations, je vais rajouter la musique, puis le sound effect. À la fin, je mets les intros et les outros. Je le mets à la fin comme ça, c'est fait. Sachant que moi, j'ai une intro qui s'adapte à la vidéo. Donc, je suis obligée de le faire à la fin, en fait. Donc, je fais ça à la fin et ça me crée ma vidéo. Puis vient la partie que je déteste le plus que le dérush même, les temps d'export. Parce que c'est très très long. Moi, j'ai des vidéos très lourdes, en fait, qui sont pas forcément très longues. Genre, la plus longue que j'ai, elle doit faire 25 minutes, je pense. Mais j'ai des temps d'export qui sont assez longs parce que tout est filmé en 4K et du coup, l'export est fait au format de la vidéo, c'est-à-dire en 4K. Ça prend beaucoup de temps. Je peux avoir parfois jusqu'à 1h30 d'export. C'est trop chiant. Je me suis renseigné sur la qualité d'export et j'ai vu pas mal de personnes conseiller de exporter en H264. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas ce que c'est le H264, je t'avoue. En fait, c'est le format qui est pris en charge par YouTube et il paraît que si tu exportes une vidéo en 4K et que tu la mets ensuite sur YouTube en 4K, elle sera dans tous les cas compressée et que du coup le fait de la mettre en H264, ça permet qu'elle reste identique apparemment à l'export. Maintenant, elles sont plus compressées. Le format HD, je pense que c'est celui-là dont tu parles, et t'as le format 4K qui est pris en charge maintenant par YouTube. Après, est-ce que les gens regardent vraiment les vidéos en 4K? Parce que du coup, en termes de chargement internet, ça prend aussi plus de temps. Ça peut faire bugger plus la vidéo. Donc peut-être la charger en format moindre, ça réduit les temps d'export, et sur YouTube et sur les logiciels. Donc je pense que t'as raison. Je le fais vraiment purement par ego pour dire j'ai des vidéos en 4K. Vraiment, je vous l'avoue. Après, je pense que ça dépend aussi du type de contenu qu'on veut créer. Comme je sais que moi, c'est pas mal de plans fixes avec des interviews où ça va être vraiment le contenu audio qui va être plus important. Et pour toi qui fais des vidéos plus vlog où il y a vraiment le côté visuel de tes voyages, de l'environnement dans lequel tu es, qui va vraiment amener beaucoup d'effets à ta vidéo, peut-être que c'est plus important de l'exporter sur un format plus important. Il y a ça qui joue. Dans tous les cas, je pense que vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au format 4K. Moi non plus d'ailleurs. Déjà, si vous allez à 1080 pixels, c'est très bien en vrai déjà. C'est le format HD et il est très très bien, voilà, tout simplement. Si vous voulez avoir un peu plus de qualité, du coup, n'hésitez pas à aller plus loin, mais sachez que voilà, les temps d'export sont plus longs à la fois sur le logiciel et ensuite sur YouTube. Parce que une fois que vous avez exporté votre vidéo, qu'elle est faite et tout, que vous n'avez pas eu de problème d'export aussi, parce que des fois ça arrive. Si vous avez oublié de cocher un truc, des fois c'est des trucs vraiment nuls, donc il y a ça à prendre en compte. Mais une fois que vous avez exporté votre vidéo du logiciel, vous allez l'importer sur YouTube et là vous avez un autre temps d'import où du coup il vous faut attendre encore une fois que votre vidéo soit complètement importée sur YouTube pour la publier. Vous pouvez la publier un petit peu avant. Je sais que des fois, en fait ça charge progressivement, donc vous avez la vidéo qui charge, mais là elle va être pixelisée à mort. Puis ensuite vous avez le format HD parce qu'elle a assez chargé. Vous pouvez la publier à ce moment-là, mais sachez que si vous voulez la publier au-delà du format HD, donc plutôt en 4K, ça a encore un petit temps. Donc les gens n'auront pas accès de suite au format 4K. C'est progressif, et si vous voulez attendre tout simplement que tous les formats soient disponibles, vous attendez jusqu'à la fin de l'import et vous publiez sur YouTube. Et puis là, le monde voit votre création. Du coup, je comprends mieux ton problème de stockage. Si tu exportes en 4K, ça pèse beaucoup aussi. Mais une fois que j'ai fini la vidéo et qu'elle est postée, j'ai plus besoin du format logiciel de montage, et du coup je le garde pas, je le supprime. Parce que la vidéo est déjà produite et de toute façon elle est postée. En fait, c'est ton fichier Premiere Pro ou ton fichier Final Cut. Une fois que j'ai fini la vidéo, qu'elle est montée, qu'elle est postée, j'en ai plus besoin en soi. Donc je le garde pas. Les seuls que je vais garder, ça va être mes fichiers d'intro et d'outro que je réutilise tout le temps du coup. Et après, une fois que la vidéo est postée, je garde juste la vidéo dans mon disque
dur, voilà. Mais je garde pas, je vide parce que après je sature. Angel nous a partagé un truc hyper important, c'est que au tout début, tu dois penser un minimum au scénario de ta vidéo. Moi personnellement, j'utilise Google Doc avec toute la suite Google Drive pour écrire mes scénarios de vidéo. Donc dès que j'ai une idée de vidéo, je vais sur mon Google Doc, je crée directement, je mets le thème ou le nom grosso modo de la vidéo, non officiel pour le moment. Et puis dès que je vais avoir une idée vis-à-vis de cette vidéo, ce que je veux y faire, les idées que je veux y mettre, qu'est-ce que je veux y dire, je vais venir rajouter tout sur ce document là. Pourquoi? Ça me permet d'avoir tout au même endroit et de ne pas perdre mes idées et du coup d'apporter un maximum de valeur et de qualité sur ce que je vais pouvoir te proposer. Donc ça me semble assez essentiel d'avoir vraiment un endroit dédié à ça. Et peut-être ce que je peux rajouter en termes de conseils aussi, si tu te crées un peu vraiment un concept, un personnage dans cette création de contenu, c'est de vraiment te créer une identité administrative à part entière. C'est-à-dire que moi je me suis créé une adresse mail qui correspond du coup à cette chaîne Cosmonaute. Je me suis créé un Google Drive dédié uniquement à Cosmonaute. Je me suis créé aussi un compte ChatGPT dédié uniquement à Cosmonaute. Et comme ça permet vraiment de faire la distinction entre ce que tu proposes en termes de contenu et d'avoir tout vraiment au même endroit. En fait, j'ai tellement de fichiers, j'ai tellement de choses dans ma vie perso et c'est vraiment le bordel, c'est pas bien rangé dans mes fichiers que si en plus j'apporte ce côté-là, je vais mettre des heures des fois à rechercher des choses. Ce qui est top dans ce que vous dit Hichem, et c'est vraiment à prendre en compte, c'est penser à votre concept. Pensez à ce qui va vous distinguer des autres parce qu'aujourd'hui sur internet, il y a tellement de contenu. Genre, je suis même. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui crée quelque chose de nos jours, tu vois? J'en suis même pas sûre. Donc, pensez à ce qui va vous distinguer et ce qui va faire votre valeur ajoutée. Si votre but c'est de percer à terme, qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vous suivent? On y reviendra plus en détail et plus en approfondi, mais c'est très important d'y penser dès votre processus de tournage, de filmage et de montage vidéo du coup. Merci pour ce complément. Moi, au niveau des vidéos, comment je m'y prends sur mon process? Déjà, c'est la plupart du temps des plans fixes, comme tu peux le voir, parce que c'est des interviews pour le moment. Il y a d'autres types de contenus qui arrivent par la suite. Donc, ça me demande d'avoir mon trépied, ma caméra, mon micro. Quand tu as une caméra et une petite caméra, il te faut plusieurs batteries. C'est important, mais surtout des batteries chargées. Ça paraît évident, mais si en fait la veille, tu ne fais pas une vérification de tes batteries, tu peux te retrouver vraiment dans des situations compliquées à devoir attendre 2 heures que ta batterie charge au moment du tournage. Sauf que si ton invité il est pressé, ça risque d'être compliqué. Donc j'ai une petite liste comme ça de vérification où la veille je vais venir cocher, ok, les batteries elles sont chargées, le trépied il est dans le sac, l'appareil photo il est bon. Ça me permet du coup le jour J d'avoir tout qui est bien chargé en termes de batterie et de pas avoir justement des problèmes de batterie pendant le tournage de la vidéo. Donc je filme la vidéo tout simplement, je m'accorde avec mon invité s'il veut apporter des petites choses, s'il a des idées, je pose mes questions que j'ai préparées en amont, même s'il y a aussi beaucoup de feeling. Donc c'est assez simple au niveau du tournage au final, c'est beaucoup de préparation et du feeling, c'est ça que je pourrais te conseiller. Et ensuite au niveau du process de montage, ce que je fais, c'est que déjà, moi je monte que sur disque dur, je pense que c'est pareil pour toi aussi, on te conseille fortement, très très fortement de monter sur disque dur. Au niveau des disques durs, tu as les disques durs SSD et les disques durs classiques. SSD en fait, ça va te permettre de monter dessus directement parce que le SSD va être beaucoup plus rapide en termes de débit, d'aller-retour pour monter ta vidéo, alors qu'un disque dur classique va être plus dans la fonctionnalité de stockage. Et donc ça c'est important quand tu vas acheter un disque dur de te renseigner s'il est SSD ou pas, parce que ça va pas être la même utilisation. Et donc je monte sur mon disque dur, je crée un dossier sur mon disque dur, je lui donne un nom. Pour cette interview par exemple, je vais la conseil création de contenu admettons, et dans ce même dossier je vais créer plusieurs fichiers. Un premier fichier qui va être projet, là où je vais pouvoir du coup déposer le projet, le fichier que le logiciel Final Cut va créer. Ensuite je vais avoir un fichier qui va s'appeler Rush, où là je vais mettre toutes les vidéos qu'on a tournées là maintenant. Ensuite je vais créer un fichier audio où éventuellement je vais mettre les pistes audio qui ne sont pas concordées avec la vidéo. Ensuite je vais créer un autre dossier export qui va correspondre du coup à la vidéo finale que j'aurai exportée. Et puis je vais créer un dossier sound effect pour tous les effets que je vais apporter aussi à la vidéo. Et la création en fait de tous ces fichiers là, ça me permet d'avoir une organisation et de pouvoir y retourner plus tard. Si je monte une autre vidéo et que j'ai besoin d'un effet que j'ai bien aimé dans une vidéo, je vais pouvoir aller le rechercher de manière beaucoup plus simple. Et en fait ça je le faisais pas au début, et du coup quand je revenais sur des vidéos, j'avais des fichiers manquants, des fichiers perdus, c'était très compliqué. Et le fait de faire ça, vraiment ça m'a changé la vie, d'avoir vraiment une bonne organisation dès le départ. Ensuite je lance du coup Final Cut, et puis là moi la première chose en fait que je fais, je me suis mis un peu des règles, je l'appelle la règle de x3, mais au final on peut l'appeler la règle x6, x7. C'est le nombre de fois où tu vas passer sur ta vidéo, sur ta timeline.
design. Et chaque passage, un passage, deuxième, troisième passage, va correspondre à une spécificité particulière. C'est-à-dire que le premier passage, moi je vais cutter. J'adore ce mot, cut, cut, cut. Je vais cutter tous les moments de blanc, tous les moments où mon invité va respirer. Cut, cut, cut et encore cut. C'est exactement ça. Et donc j'enlève toutes les parties qui vont servir à pas grand chose. Une fois que j'ai fait ce premier passage, qui des fois peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours en fonction de la vidéo, c'est assez long. Mon deuxième passage va concerner beaucoup plus des effets par exemple de mouvement. Donc notamment à l'introduction, j'aime bien avoir des effets pour captiver ton attention, dynamiser ma vidéo. Et donc c'est à ce deuxième passage que je vais commencer à apporter quelques effets. Mon troisième passage va concerner beaucoup plus les sound effects, le texte, les images qu'il faut que je rajoute à certains passages de la vidéo. Et en fait, tu peux créer autant de passages que tu veux qui vont être spécifiques qu'à un focus, donc soit le cut, soit le sound design et ainsi de suite. Ça fait que tu vas voir la vidéo plusieurs fois, certes, chacun son process. Au moins, c'est bien fait d'un seul coup. Voilà, je trouve que ça amène vraiment une sorte de vérification de la qualité de ce que tu vas pouvoir proposer. C'est en mode, ok, le premier passage, il est fait, on n'y revient plus. Le deuxième, je check, il est fait, on n'y revient plus. Et il y a vraiment cet apport de qualité, cette sécurité de qualité qui va être intéressante. J'ai fait un master en management de projet, on vérifie la qualité des projets, on met en place un process pour assurer la qualité aussi du projet, éventuellement d'une vidéo. C'est un petit peu tout ça. Et surtout, un dernier passage où tu ne vas rien apporter et juste vérifier que tous les passages que tu as fait précédemment sont tout bons, que ta vidéo, vraiment, il n'y a plus rien à rajouter. Tu te mets dans la place du téléspectateur en fait. Est-ce que ta vidéo est intéressante? Est-ce que tu la trouves intéressante? Exactement. Ça va être vraiment un passage de vérification qui sera visible quand tu l'auras posté pour le téléspectateur et c'est de se dire, ok, est-ce que ma vidéo me convient ou pas? Et donc là, c'est vraiment de l'optimisation, ce que je te dis. Est-ce que toi, tu le fais, Angel? Mais moi, j'ai un processus qui est différent sur mon montage vidéo, où moi, je vais tout cut en premier. Ça, c'est sûr et certain. Là, on est pareil. Mais après, je vais vraiment y aller au fur et à mesure. Parce que comme je peux avoir vraiment énormément de rush, ça dépend des formats vidéo, mais parfois, je peux avoir jusqu'à 48 heures, 72 heures de rush, tu vois. Donc, j'ai beaucoup de vidéos à cut. En fait, je travaille vraiment au fur et à mesure. Sinon, j'en ai pour 3 mois à monter la vidéo, tu vois. Donc, je vais cutter, admettons, si c'est une vidéo sur un mois, où j'ai filmé tout le mois, je vais faire le premier jour, je vais tout cut, je vais y revenir du coup au fur et à mesure, et en même temps, je vais faire tout ce qui va être mouvement, sound effect, animation, etc. Et je vais travailler comme ça petit à petit sur ma vidéo, mais parce que le format aussi est différent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de travailler sur votre vidéo, tant qu'à la fin, elle vous convient. Et est-ce que tu dis sur le fait que tu vas revoir ta vidéo plein de fois, sache qu'à la fin, ta vidéo, tu n'auras qu'une envie, c'est de la vomir tellement tu l'as vue. C'est vrai, je vous jure, genre, à la fin de mes vidéos, je peux plus voir ma tête. Et c'est normal, et ça veut dire que vous avez bien fait votre travail, puisque vous avez vérifié, vous avez checké, vous avez re-regardé, et vous avez juste mis l'attention et le cœur qu'il y a en fait dans votre vidéo, et c'est normal. Mais sachez que vous allez plus en pouvoir de voir votre tête et de vous entendre. Oh, quelle angoisse quand vous vous entendez parler. Mais moi, j'ai envie de me foutre des claques, je vous jure. Je trouve ma voix horrible. Moi, personnellement, tous ces passages-là de voir la vidéo, je connais la respiration de mon invité par cœur. Je peux presque détecter s'il a des problèmes de respiration. Ou... Tu fais de la tachycardie pour aller voir un médecin. Exactement, je te jure, je vais développer un concept de détection de respiration anormale via le montage vidéo. C'est incroyable. On lance un nouveau concept. Let's go. Et du coup, moi, de mon côté, j'exporte en H264. C'est ce qui est le plus recommandé en général avec Final Cut, le contenu à destination de YouTube, pour en tout cas ce que je propose moi. Et voilà, donc ça correspond à du 1080p, 1080 images par seconde. Non, pixels, pardon, pixels. 1080 pixels. Ok. Si jamais dans votre logiciel de montage, quand vous lancez normalement votre vidéo, c'est là que vous allez pouvoir sélectionner tous les paramètres de votre vidéo. En tout cas, c'est comme ça sur Premiere. Et c'est là que vous choisissez le format du coup. Donc le format, ça va vraiment être la forme, littéralement. Est-ce que c'est une vidéo horizontale, verticale, large, petite, etc. Donc n'hésitez pas si vous êtes un peu perdu à regarder sur Google, tout simplement, les différents formats. Sur YouTube, c'est 1080 par je sais plus, j'ai oublié. Et donc là, c'est ce que vous choisissez, c'est les pixels de votre vidéo. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de taille et de qualité du coup visuelle. Et ensuite, les images par seconde, ce sera tout simplement, vous allez avoir une autre barre en dessous, je crois, où ça va être 30 et après, ça va faire genre, c'est IP, je crois, ou Ouais. IS, c'est IP, je crois. Bref, n'hésitez pas à regarder sur internet, tout est expliqué et ce sera mieux expliqué que quand moi je vous l'explique parce que là, c'est un peu brouillon. Mais c'est au début de votre vidéo, avant que vous commenciez le montage, c'est là qu'il vous faut mettre tous les paramètres de votre vidéo en place.
Angel, comment tu t'y prends pour faire ta miniature? Alors, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous êtes une personne très créative. Oui, je suis devin. La miniature, c'est vraiment là où vous allez exprimer l'atmosphère, l'ambiance, votre personnalité aussi et juste votre vision de votre vidéo. C'est aussi ce qui va attirer le public. Donc c'est quand même très important à prendre en compte. C'est ce qui va faire qu'il clique dessus ou pas avant même d'avoir vu votre titre. Donc moi, ma miniature, je la travaille en fonction des vlogs. Je vais essayer de récupérer les moments phares de mon vlog et je vais en faire tout simplement un montage que je vais travailler sur Procreate. Parce que du coup, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Procreate me permet de faire du dessin, de l'illustration, etc. Et je vais tout simplement venir découper mes photos, dessiner dessus, écrire mon texte dessus à la main pour que vraiment il y ait un côté personnalisé et que, ok, c'est les miniatures d'Angel, genre on sait que c'est elle, tu vois. Donc voilà. Et tout simplement, après, je vais choisir les photos de façon la plus esthétique possible, en fait. Vraiment, je veux juste que ce soit joli, que les couleurs soient belles et qu'on ait envie de cliquer dessus. Je me casse pas trop la tête après. Et toi? Moi, je m'y prends avec Canva. Donc sur Canva, tu tapes directement miniature YouTube dans la barre de recherche et là, tu as plein d'exemples. Ce qui est intéressant, c'est que le format est directement au format de la miniature pour YouTube. Et ensuite, voilà, je rajoute un petit peu mes photos, les effets que je veux apporter et je fais tout directement sur Canva. C'est assez pratique. Tu peux faire pas mal d'effets avec les arrière-plans, mise en avant, des choses comme ça. Tu peux rajouter aussi des images visuelles, des objets ou autres. Donc c'est assez cool. Une petite astuce que je te partage, il y a plein de logiciels qui existent, mais pour détourer ta photo, quand tu veux par exemple, si là on prend une photo et que je veux qu'il n'y ait que nous et pas le fond derrière, je vais sur remove.bg. Je te mets le site juste en dessous. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu télécharges ta photo, ça la détourne 20 secondes même pas, et ensuite tu télécharges du coup la photo en PNG, c'est gratuit, et ça permet du coup de la rajouter pour faire ton montage sur Canva ou sur un autre logiciel et d'apporter des effets un peu plus créatifs. Maintenant qu'on a parlé de la miniature YouTube, ça veut dire que vous avez posté votre vidéo. Vous avez fait la miniature, vous avez fait l'export, vous avez fait tout ce qu'il fallait, la description, tout ça, vous avez tout fait, vous allez poster. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Toi, comment tu t'organises une fois que tu as posté ta vidéo? Qu'est-ce que t'en fais concrètement? En fait, je fais pas grand chose parce que au début, j'étais pas trop dans une optique, tu vois, de vouloir percer et tout ça, de juste partager et que ça puisse aider celui qui tombera justement sur la miniature et la vidéo. Après, ce que j'aime bien faire quand c'est une vidéo des fois spécifique sur un sujet comme celle du Maroc, c'est de demander l'avis à des amis qui vont être marocains. Et du coup, je lui dis voilà, salut, j'espère que tu vas bien. J'ai sorti cette petite vidéo sur le Maroc, je sais que tu es marocain, est-ce que tu peux me partager ton avis là-dessus? C'est un peu la manière dont je vais le promotionner pour avoir un peu un feedback sur le retour de la vidéo. Et puis parfois, je vais mettre quelques stories sur Instagram, éventuellement aussi quelques shorts sur Instagram, YouTube et TikTok pour donner envie d'aller la voir. Je commence là à rentrer un peu dans tout ce process-là de promotion. Et toi, dis-moi un petit peu, Angel, comment tu t'y prends? Alors, moi, je crois que je suis sur YouTube depuis un peu plus longtemps que toi. Parce que j'ai ouvert ma chaîne YouTube en janvier. Tous ceux qui sont sur ma chaîne YouTube vont me crucifier parce que vous savez que je ne poste jamais, en fait. Concrètement, je suis absente 3 mois sur 6. Donc, je crois que je fais un peu plus de promotion que toi. Toi, elle est ouverte depuis quand, ta chaîne YouTube? Depuis le mois de juillet. Ok, donc un peu plus récemment. Et c'est aussi normal que du coup, tu fasses un peu moins de promotion parce que tu rentres dans tout ce process-là. Dans le game. Tu rentres dans le game. Moi, c'est un peu une déformation professionnelle aussi, tout simplement. J'ai un bachelor en communication et en marketing. Donc, mon cerveau est habitué à réfléchir promotion, partage, engagement, etc. C'est des termes qui sont familiers pour moi et des stratégies qui sont aussi familières à mettre en place. Donc, ce que je vous dis, je vous le dis aussi de par mes études. Tout le monde n'a pas cette manière de réfléchir-là aussi très promotionnelle. Donc, ne vous flagellez pas si jamais vous ne faites pas ça dès le début. C'est pas grave et c'est normal. Mais tout ce que je vais mettre en place au niveau de ma vidéo YouTube, comme tu l'as dit, on est sur YouTube pour partager des choses. Et donc une fois que la vidéo est postée, moi je suis pas forcément non plus dans une optique de percer et de devenir la nouvelle Lena Situation. Si c'est le cas, trop bien, hein, personne va s'en plaindre, certainement pas moi. Si je la poste, voilà, c'est pour partager des choses. Donc ce serait dommage que ma vidéo, une fois qu'elle soit sur internet, elle soit pas vue quand même. Enfin, c'est un peu triste. Donc tout simplement, je vais la partager sur mes réseaux sociaux. En premier à mes amis pour leur dire, parce qu'elles sont dedans aussi, la vidéo est sortie, trop bien, vous pouvez aller la voir, blablabla. Je vais la partager en story, donc je vais faire des teasers sur mes stories Instagram pour dire la vidéo arrive dans tant de jours, je vais mettre un petit extrait vidéo ou ce genre de choses. Puis je vais faire des teasers sous format réel ou TikTok pour donner envie aux gens de regarder la vidéo, d'avoir un avant-goût des moments un peu forts, un peu drôles, etc. Et une fois que la vidéo est sortie, je casse les oreilles à tout le monde sur les réseaux sociaux. J'en parle, tout simplement. En fait, c'est en parlant autour de vous de ce que vous faites que les gens
gens vont être au courant. Donc mettez-vous en avant, vraiment n'hésitez pas à remettre 4 fois en story, à demander. Moi je poste énormément de stories parce que c'est aussi là que mes amis et les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux sont le plus actifs. Donc trouvez votre angle d'attaque, vous regardez où tout simplement les gens vous répondent le plus et continuez sur ce format là parce que c'est ce qui fonctionne et c'est ce qui va continuer à fonctionner du coup. Donc moi en story n'hésitez pas à me faire des retours. Je mets des tags questions, des tags sondages, je demande à mes potes de me faire des retours, je fais ce qu'on appelle des call to action. Donc tout simplement c'est demander aux gens, ça fait très quémander mais vous le faites pas comme ça, vous faites pas. Est-ce que s'il vous plaît vous pouvez vous demander tout simplement, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire ou à partager ma vidéo parce que ça m'aiderait tout simplement d'expliquer aux gens en quoi ils peuvent vous aider. Si votre démarche elle est sincère, les gens voient que c'est pas dans un but de publicité, ils vont le faire de eux-mêmes en fait, tout simplement parce qu'ils vont avoir envie de vous aider, parce qu'ils aiment votre contenu. C'est ça aussi qui va faire en sorte que vous allez créer de l'engagement. L'engagement, pour ceux qui savent pas ce que c'est tout simplement sur une vidéo, combien de personnes vont la liker, la commenter, la repartager. C'est les interactions directes avec votre contenu en fait. Et c'est ça aussi qui fait que les créateurs de contenu sont référencés sur les plateformes. Le référencement, c'est est-ce que du coup votre vidéo remonte sur YouTube? Est-ce qu'on la propose sur la page d'accueil? Est-ce que quand on tape dans la barre de recherche de YouTube un sujet, est-ce que votre vidéo remonte? C'est ça le référencement, comme sur Google en fait. Donc ça va être pour la partie réseaux sociaux. Vous la partagez, vous montrez des extraits, vous en parlez autour de vous, vous la partagez à vos proches également. Si jamais sur YouTube directement, moi je vois YouTube vraiment comme un moteur de recherche, comme Google. Et du coup, ce qui va entrer en compte, ça va être votre titre de vidéo. Est-ce que vous avez mis les bons mots-clés dans votre titre de vidéo? Si le sujet, par exemple, le sujet de cette vidéo, c'est conseils pour les débutants sur YouTube. En fait, posez-vous juste la question, qu'est-ce que les gens vont chercher dans la barre de recherche? Qu'est-ce qu'ils vont taper pour pouvoir tomber sur votre vidéo? C'est bon, vous les avez vos mots-clés à mettre. Donc vous allez mettre le bon titre et ensuite dans la description, vous allez tout simplement décrire votre vidéo de la manière la plus simple possible tout en réutilisant encore une fois les bons mots-clés. Et moi, j'hésite pas à rajouter des hashtags dans la description. Je sais pas si ça fait vraiment un effet ou pas, j'aime le croire. Ce qui peut être aussi utile, je sais que moi j'adore quand c'est fait dans les vidéos parce que je trouve ça trop pratique. C'est quand en description, vous allez mettre tous les timecodes de la vidéo. De 0 minute à 1 minute, vous avez l'intro. De 1 minute à 4 minutes, vous avez la partie 1 présentation, etc., etc. Et ce qui est trop cool, parce que YouTube, ils sont intelligents, c'est que tous les timecodes que vous avez mis en description, ils vont se remettre dans votre timeline sur YouTube. Et du coup, quand vous allez vouloir avancer la vidéo pour passer l'intro, que peut-être vous avez pas envie de regarder l'intro, ça va vous dire exactement quand est-ce que vous regardez et qu'est-ce que vous allez voir. Et ça, c'est trop pratique pour les utilisateurs. En fait, faut toujours garder à l'esprit, c'est qu'est-ce que, en tant qu'utilisateur de YouTube, on a envie de voir, qu'est-ce qui est pratique et comment on va chercher. C'est se mettre vraiment à la place de la personne qui va regarder votre vidéo, tout simplement. Et ça va vous aider à être mieux référencé sur YouTube et du coup à tout simplement avoir des vues. Si vous n'avez pas envie de le partager directement sur les réseaux sociaux, c'est ça qui va vous aider en priorité. Et après, franchement, moi j'ai aucune pitié. Je suis désolée à tous les gens qui me suivent sur Instagram, mais je vous casse les pieds, je vous casserai les pieds jusqu'à la fin des temps. Et c'est que comme ça que ça fonctionne. Genre quand t'as un projet, quand tu sors un projet, c'est un peu ton bébé, tu vois. Mais du coup, parle-en tout simplement. Et les gens, ils suivront s'ils voient que c'est sincère. Grave intéressant ce qu'elle dit. Même si les personnes vont pas forcément rejoindre ou adhérer de suite, au moins ils sont au courant. Et le jour où ils ont besoin, ils vont soit venir te voir, soit aller chercher ton contenu. J'ai un pote qui a lancé une chaîne YouTube sur l'Australie. J'étais pas intéressé par l'Australie, mais au moment où j'ai été intéressé, j'ai regardé toutes ses vidéos. De nos jours, le sous-titrage des vidéos, que ce soit les shorts ou même des fois les vidéos YouTube, c'est devenu très présent dans nos vies. Est-ce que tu sais un petit peu pourquoi et est-ce que tu as des conseils sur le logiciel à utiliser pour sous-titrer nos vidéos? Je pense que maintenant, le sous-titrage vidéo, il est systématique. En vrai, il faut le faire sur toutes les vidéos. Parce que ça vient principalement de TikTok, je pense. Déjà, disclaimer, il faut penser à toutes les personnes qui vont regarder votre vidéo. Et peut-être il y a des personnes sourdes, non entendantes, qui vont regarder les vidéos. Donc ils ont besoin aussi de savoir ce que vous allez dire dans vos vidéos. Et ensuite, comme je le dis, je pense que ça vient vraiment de TikTok, où on va regarder beaucoup de vidéos sans forcément mettre le son de l'application. Et du coup, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont pris ça en compte et qui ont mis des sous-titres. Donc leurs vidéos sont quand même vues. En fait, c'est vraiment pour le watch time. C'est vraiment vu jusqu'au bout parce qu'on peut suivre ce que la personne est en train de dire sans forcément allumer le son. Faut prendre en compte que les gens parfois ils regardent dans les transports et ils ont oublié leurs écouteurs ou ce genre de choses. Donc on va regarder l'application, on va scroller sans mettre le son et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de sous-titres partout. Au-delà de ça, quand les personnes parlent, pour la compréhension de la vidéo, c'est aussi cool d'avoir les sous-titres parce que t'es sûr d'avoir compris. On n'a pas toujours des dictions qui sont hyper nettes, hyper claires. Pour la compréhension, ça facilite aussi le message. Donc je pense que c'est hyper intéressant de mettre des sous-titres sur vos vidéos. Sur YouTube, c'est un peu particulier. Je les aurais pas mis directement là sur la vidéo intégrée, sauf à certains passages. Si au montage, vous voyez qu'on comprend pas trop ce que la personne dit, n'hésitez pas à les rajouter directement sur le montage de votre vidéo, donc soit Final Cut, soit Premiere Pro, soit peu importe le logiciel que vous utilisez. Si c'est sur des formats plus
court, type TikTok ou réel ou short, vous pouvez utiliser directement, alors il y a Caption qui existe, c'est comme son nom l'indique, fait pour mettre des captions, donc des sous-titres, et après vous avez un large panel de design, d'animation, etc. pour faire vos sous-titres. Il y a CapCut aussi, directement sur l'application, qui fait de très bons sous-titres, et pareil, vous avez différentes typographies, différentes couleurs que vous pouvez utiliser. Globalement, c'est ce que je vous conseillerais pour les vidéos courtes. Vous compliquez pas trop la vie avec 1000 logiciels différents. Faites simple, voilà. Et après, pour les vidéos YouTube, vous pouvez faire les sous-titrages directement sur YouTube. Du coup, vous passez par la fonctionnalité sous-titrage sur YouTube. Avant, il me semble que n'importe qui pouvait faire les sous-titres vidéo. Maintenant, YouTube l'a enlevé. Je crois que c'est uniquement aux créateurs de faire les sous-titres. Il me semble. Peut-être que je dis des bêtises, à vérifier. Mais voilà, passez directement sur YouTube et après, les gens qui ont besoin d'activer les sous-titres activeront les sous-titres et ceux qui les veulent pas, du coup, ont le choix de ne pas les mettre. Voilà pour les sous-titres. Un petit mot en plus. Pour terminer sur la partie promotion, je sais que ça peut être un peu intimidant au début, mais n'hésitez pas à vous mettre en avant, à mettre votre personnalité en avant, à mettre votre visage en avant, parce que de un, c'est votre travail, donc soyez-en fiers. Peu importe que ça soit intimidant, peu importe que t'aies Justine du collège qui te suit sur les réseaux sociaux ou Paul du lycée que t'aimais pas, on s'en fiche en fait, ces gens-là, c'est pas eux qui font votre vie, donc ne prenez pas en compte ces personnes qui peuvent être intimidantes sur vos réseaux. Faites-le pour vous et n'hésitez pas à vous mettre en avant, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, il y a déjà énormément de contenu qui est proposé, et donc ce qui va faire vraiment votre différenciation, votre différence, votre valeur ajoutée, c'est vous, c'est votre personnalité et c'est ce que vous apportez comme énergie et comme conseil ou comme apprentissage ou juste comme divertissement sur la plateforme. Donc mettez-vous en avant et n'ayez pas peur, parce qu'à la fin de la fin, si les gens ils aiment pas votre contenu, ils vont juste pas vous suivre, et tant mieux, ça fait un tri dans vos abonnés, et ceux qui sont vraiment intéressés vont continuer à vous suivre et vous allez gagner des abonnés sur une base de ok, j'aime ce que cette personne elle fait, donc c'est pas plus mal. Moi, le seul conseil que je vous invite à suivre, c'est faites ce que vous voulez parce que vous l'aimez, tout simplement. Trop bien, et franchement trop stylé. Je compléterai en disant que le fait d'être toi-même, ça va permettre d'augmenter le taux d'engagement de ta communauté, parce que il y a des gens qui vont pas t'aimer et des gens qui vont t'aimer, mais ceux qui vont pas t'aimer, ils vont vraiment pas t'aimer et du coup ils vont partir, et ceux qui vont t'aimer, ils vont entre guillemets vraiment t'aimer, et donc ça fait que oui, tu vas perdre des abonnés, mais c'est génial de perdre des abonnés parce que ça fait augmenter ton taux d'engagement. C'est bizarre, hein. Moins pour avoir plus, mais c'est parce que tu as moins de quantité et plus de qualité. Parce que les personnes qui restent, c'est des personnes qui vont commenter, liker, vraiment te soutenir, partager peut-être en story ce que tu proposes, alors que peut-être que les 30 abonnés que tu avais en plus, en fait ils faisaient rien, et peut-être même qu'ils juste y regardaient et qu'ils lâchaient pas de like, pas de commentaires, rien du tout. Donc ça faisait que par rapport au nombre d'abonnés que tu avais un taux d'engagement beaucoup plus bas. Donc c'est intéressant, et ça revient à cette notion de parfois avoir moins, c'est aussi avoir plus. N'ayez pas peur de déconstruire ce que vous avez déjà construit. Comme je le disais, souvent nos réseaux sociaux ils sont basés sur les gens qu'on connaît ou qu'on a rencontrés au cours de notre vie. C'est très psychologique, mais il y a un chiffre qui s'affiche et on a peur de perdre. En fait, quand ça descend, on est un peu stressé en mode oula, qu'est-ce qui se passe, qui s'est désabonné, machin. Mais en fait, c'est peut-être juste des gens qui sont pas faits pour vous suivre et qui vous apporteront rien. Donc n'ayez pas peur de déconstruire et de perdre en chiffres pour en gagner plus tard. C'est pas grave, et même c'est mieux en fait. Est-ce que tu as toujours été à l'aise? En vrai, non. Ma première vidéo, elle m'a fait très peur. Vraiment, ça faisait un moment que je voulais me lancer sur YouTube. Ça faisait plus d'1 an. J'étais terrifiée à l'idée de poster, parce qu'en plus de ça, si vous allez voir sur ma chaîne, ma première vidéo, elle parle de pourquoi je lance cette chaîne YouTube. Spoiler alert, c'est pas très fun. J'étais dans une période un peu triste de ma vie et j'avais besoin d'un moyen d'expression, et je l'ai trouvé dans la vidéo. C'était mon refuge. Donc c'était une vidéo, et c'est toujours une vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube et qui est très personnelle, et donc ça me faisait peur de la poster. Je l'ai fait un peu en retard du coup. Sur le planning que je m'étais mis, les retours ont été incroyables. Mais quand je vous dis incroyable, c'est qu'il y a des gens... Mais Justine du collège, elle m'a envoyé un message, vous voyez, pour me dire meuf, ta vidéo elle est incroyable. Genre, on se reconnaît dans ce que tu dis, on est de tout cœur avec toi. Tu dis plein de choses qu'il y a plein d'étudiants qui osent pas dire, ou plein de jeunes qui osent pas dire. Et en fait, ça m'a, plutôt que de me faire peur, ça m'a encouragée à continuer. Depuis, je continue à poster des vidéos, mais j'ai toujours peur quand je poste. Genre, il y a toujours ce stress, cette appréhension, parce qu'on y met tout notre cœur et on y met beaucoup de temps aussi dans la production, et du coup on veut que ça plaise, c'est normal, on va avoir des bons retours. Donc je pense que l'appréhension de poster une vidéo YouTube, je suis pas sûre qu'elle passe, parce que à terme, si les chiffres augmentent, t'as envie qu'elle fonctionne, genre t'as envie qu'il y ait plus de chiffres. Donc quand elle fonctionne moins bien, t'es triste, tu vois, ou tout simplement t'as envie que les gens aiment la vidéo parce que tu le fais avec ton cœur. Et je pense que même si tu continues d'avoir peur, c'est pas une mauvaise chose, ça veut dire que tu continues à le faire parce que t'aimes ce que tu fais, tout simplement. Donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est de prendre
prendre votre peur et de faire avec, de la dépasser tout simplement. Je le dis encore, trop stylé. Peut-être détachez-vous du fait que ce n'est pas parce qu'on n'aime pas votre vidéo qu'on vous aime pas vous-même. Vous êtes le créateur de vos vidéos, mais vous n'êtes pas votre vidéo. Sachez que des fois, les gens qui vont le plus aimer vos vidéos, c'est pas forcément ceux qui vont toujours liker. Et du coup, quand des fois tu vas pouvoir avoir des commentaires ou des retours critiques, c'est pas toi qu'on critique, c'est ta vidéo. Tu peux prendre ça en compte, surtout si c'est des critiques constructives qui vont te permettre d'améliorer la qualité, de changer des choses en positif sur ta vidéo. Une autre notion, c'est ne te perds pas par rapport à ce que tu veux proposer au départ. Mon exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent tes vidéos elles sont trop longues. Ouais, mais moi c'est le contenu que je veux proposer, c'est le format que je veux proposer. Moi quand j'écoute des podcasts, j'en ai ras-le-bol d'écouter des podcasts de 10 minutes. Je veux écouter des podcasts de au minimum 20 minutes, 45 minutes, 1 heure, mais pas des podcasts de 10 minutes. Pas mal de gens qui m'ont fait ce retour-là, je le prends en compte, mais je ne vais, pour le moment en tout cas sur ce format-là, pas changer la durée des vidéos. Donc ça veut dire que tu dois prendre en compte les retours qu'on te fait, mais tu dois l'adapter aussi à ton univers, au concept de tes vidéos. Tu dois pas tout prendre en compte, tu dois pas devenir le monsieur, madame qui veut plaire à tout le monde. Tu dois rester authentique avec toi-même et avec ton concept. Donc il y a des retours à prendre en compte, il y en a d'autres à moins prendre en compte, mais en tout cas tout est entendable à partir du moment où c'est dit de manière respectueuse. Et du coup, vu que ton format, c'est un format que tu veux podcast filmé, est-ce que tu es présent sur des applications de streaming audio pour avoir un podcast uniquement audio, type Spotify ou Deezer? Si c'est pas le cas, est-ce que tu comptes le faire? Genre, comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors, je suis pas encore présent sur les plateformes de podcast audio. Je compte le faire, mais c'est vrai que je me suis renseigné. Je pensais que de base c'était gratuit, mais il y a des inscriptions un petit peu à faire dans différents endroits, des abonnements aussi à prendre pour être hébergé. Et j'avoue que je m'y suis pas encore penché, mais c'est en projet de pouvoir se mettre dans les écouteurs, verrouiller le téléphone et s'écouter tranquillement. Parce qu'avec YouTube c'est très bien, mais c'est vrai que si on n'a pas l'abonnement, on est obligé de garder la vidéo, le téléphone des fois dans la poche quand on est dans les transports, et c'est pas forcément pratique. Donc il y a cet objectif-là de la chaîne d'évoluer en gardant cette partie YouTube et en se développant sur d'autres plateformes plus audio. Du coup, sur ces notes, un dernier conseil, pensez à comment vous voulez faire évoluer votre chaîne YouTube. Tout simplement, vous partez d'un format de base, d'un concept de base. Pensez à ce que ce format et ce concept il puisse évoluer avec vous et avec vos envies. Rien ne vous empêche un jour de changer complètement votre concept si vous avez envie. C'est ce que vous faites, vous créez ce que vous avez envie de créer. Donc n'ayez pas peur de commencer quelque chose et en fait d'avoir envie de changer ou tout simplement de vouloir vous lancer sur une autre plateforme. Vous avez un peu une exclue du coup là. Bientôt ça arrive dans vos oreilles. Hein. Parfait. Moi je compléterai en disant prends-toi au sérieux mais reste authentique, reste dynamique. Donc prends-toi au sérieux mais pas trop. Sois toi-même et puis let's go.